Il croyait qu'il était intouchable, et pendant longtemps, il l'a été. Jeffrey Epstein fréquentait des présidents, princes, milliardaires et célébrités. Même lorsque les procureurs montaient des dossiers solides, il leur échappait. Le système continuait d'échouer, et Epstein agissait comme si cela durerait toujours, mais cette arrogance l'a rattrapé, et ce fut sa chute. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous allons expliquer comment les autorités ont réellement attrapé Jeffrey Epstein. Après avoir obtenu un poste d'enseignant dans une école d'élite new-yorkaise sans qualification, Jeffrey Epstein a rapidement intégré la finance de Wall Street. La rapide ascension d'Epstein, malgré son manque d'expérience, demeure un mystère expliquant sans doute sa discrétion. Sa rare apparition publique marquante fut dans le numéro de juillet 1980 de Cosmopolitan, où il fut présenté comme célibataire du mois. Dans cet article, Epstein disait chercher une jolie Texane, sa photo de profil le montrant élégant sur un canapé. C'était le même homme qui, quelques années auparavant, était enseignant et participait aux fêtes étudiantes. Déjà à l'époque, il préférait la compagnie de femmes bien plus jeunes. Cosmopolitan indiquait que le jeune homme de 27 ans était trader d'options chez Bear Stearns. C'était un dynamo new-yorkais et un stratège financier qui ne parlait généralement qu'aux personnes gagnant plus d'1 million par an. Obsédé par la richesse et l'image, il ressemblait à un véritable psychopathe américain. À l'époque, il était admiré par ceux vivant selon le mantra « La cupidité, c'est bien ». Epstein montait en succès en évitant la publicité, mais les tabloïds britanniques l'ont exposé en 1992. Le Mail on Sunday a publié un article sur Ghislaine Maxwell, la fille du magnate des médias déchu Robert. Elle avait récemment déménagé à New York, et on disait qu'elle cherchait à se forger une respectabilité qui serait impossible à Londres à cause des méfaits de son père. Elle était apparemment maintenant éprise d'Epstein, qui était décrit comme un promoteur immobilier new-yorkais, mystérieux et non conformiste, qui pourrait aussi être professeur de mathématiques, chasseur de trésors d'entreprise, courtier en bourse, banquier d'affaires ou homme d'affaires globetrotter. C'était l'une des premières fois que des journalistes questionnaient l'aura mystérieuse d'Epstein. Personne ne savait vraiment qui il était. Une chose était claire, lui et Ghislaine étaient inséparables. Savait-elle qui il était ? D'après son ex-petite amie, Epstein ne parlait jamais de son passé. Les journalistes ont enquêté, écrivant qu'il venait d'une famille pauvre, ce qui était en partie vrai. Son père était jardinier et agent d'entretien pour les parcs de New York. Les journalistes qui ont examiné son travail chez Bear Stearns et noté que l'Association nationale des courtiers en valeurs mobilières n'avait aucune trace de lui dans cette société. C'était une énigme avec une source d'argent inépuisable, mais personne ne savait d'où cela venait. Au fil des années, il avait amassé des centaines de millions, voire 1 milliard, mais pas de façon conventionnelle. Entre 1987 et 1989, il a collaboré avec Stefan Hoffenberg, à la tête d'un vaste système de Ponzi ayant escroqué 450 millions de dollars aux investisseurs. Hoffenberg, qui a été condamné à 20 ans de prison, a affirmé qu'après sa libération, Epstein avait été son bras droit et l'architecte du système, jouant un rôle central dans sa conception. Pourtant, comme souvent, Epstein n'a été mêlé à aucune activité criminelle. Son intitulé de poste est resté flou. Il se disait fixeur et chasseur de primes financières. Via J. Epstein & Co., il prétendait gérer les actifs de l'élite mondiale. Entouré de jeunes assistantes séduisantes, il se vantait de ne travailler qu'avec des clients possédant plus d'1 milliard de dollars. Ses clients incluaient le magnate saoudien Adnan Khashoggi, milliardaire trafiquant d'armes lié aux services de renseignement américains et israéliens. Surnommé le Grand Gatsby du Moyen-Orient, Khashoggi était célèbre pour ses fêtes extravagantes, réunissant les riches et puissants du monde entier. Quoi qu'ait fait Epstein, il évoluait clairement dans des zones très grises, voyageant avec un faux passeport autrichien. Son lieu de résidence était indiqué comme étant l'Arabie Saoudite. Utiliser un faux document ne demandait pas seulement des contacts douteux. Cela montrait à quel point il était prêt à contourner la loi, tout comme le père de sa petite amie. Le père de Ghislaine, Robert, était un magnate des médias controversés liés à la politique et au renseignement. Après sa mort, en 1991, Ghislaine a reconstruit sa vie dans la haute société new-yorkaise. Son nom lui ouvrait des portes, et Epstein en profitait. Après la mort de Robert, une mort que Ghislaine pensait être un meurtre. Elle est restée à New York, et en moins d'1 an, les domestiques d'Epstein pensaient qu'elle était la petite amie principale de Jeffrey. À ce moment, Epstein était déjà très riche, mais ses transactions financières restaient introuvables. Il se considérait comme un génie du trading. Pourtant, à ce jour, il n'existe aucune preuve de l'endroit où ce génie a été appliqué.
Son client le plus célèbre était le milliardaire Leslie Wexner, propriétaire de L Brands, derrière Victoria's Secret. Avant que Wexner n'admette qu'Epstein avait détourné d'importantes sommes de ma famille, il le décrivait comme un ami très loyal. Il lui avait donné une procuration sur ses finances et l'avait nommé administrateur de la fondation Wexner, où Epstein a siégé au conseil de 1992 à 2007. Tout cela alors qu'Epstein n'avait aucune qualification, et que Wexner l'a gardé même après ses premiers démêlés judiciaires, pour des crimes qui allaient le rendre tristement célèbre. Nous y reviendrons bientôt. Epstein a reçu son manoir new-yorkais gratuitement de Wexner, qui l'avait acheté 13 millions de dollars et rénové pour des millions. Des rapports mentionnent aussi que Wexner a donné à Epstein d'autres actifs majeurs, comme un avion privé et l'accès à une propriété de luxe dans l'Ohio. Epstein accumulait les amis influents comme des cartes de baseball. Mais la question reste, savait-il ces activités illégales ou y ont-ils participé? À la fin des années 80, Epstein est devenu ami avec Donald Trump. Les registres de vol indiquent que Trump a voyagé plusieurs fois avec lui, et des caméras les ont filmés à une fête à Mar-a-Lago, en 1992. Son vrai trophée restait Bill Clinton. Epstein a participé à des projets de la Maison Blanche, assisté à des réceptions, et s'y est rendu plusieurs fois dans les années 90. Des registres s'indiquent que Clinton a voyagé sur le jet d'Epstein pour la fondation. Malgré les rumeurs, Epstein fréquentait toujours les plus puissants d'Amérique. Son cercle s'est vite élargi à la politique, aux affaires et à la culture. Des présidents, membres de la royauté, milliardaires, scientifiques et intellectuels renommés. Apparemment, seuls quelques initiés sélectionnés connaissaient la vérité sur Epstein avant la médiatisation de l'affaire. Ce n'était pas vraiment un secret. En 2015, après de nouvelles accusations, l'animatrice d'American Broadcasting Company, Amy Robach, a été surprise au micro, affirmant avoir eu l'histoire d'Epstein 3 ans plus tôt. Elle a aussi affirmé avoir des preuves, dont des photos, mais American Broadcasting Company avait refusé de les diffuser. Les rédacteurs lui ont dit qu'Epstein était inconnu, donc l'affaire n'était pas à couvrir. Bientôt, quand le public a commencé à apprendre que le cercle d'Epstein ressemblait à un véritable annuaire de l'élite. Il a rencontré plusieurs fois Bill Gates et recevait régulièrement des visiteurs importants comme Ehud Barak, qui allait plus tard devenir Premier ministre d'Israël. Des photos prises chez lui à New York montraient aussi ses rencontres avec le pape Jean-Paul II, le milliardaire Richard Branson, le secrétaire au trésor Larry Summers, et des intellectuels comme Noam Chomsky. Il avait brièvement rencontré Elon Musk et son ex-femme chez lui à Manhattan. Musk a ensuite déclaré « Il a tenté plusieurs fois de m'inviter sur son île. J'ai refusé. Ce garçon d'une famille ouvrière de Brooklyn avait un réseau remarquable. Il utilisait la philanthropie, les fêtes et sa proximité avec le pouvoir pour masquer une réalité bien plus sombre sous un vernis de respectabilité. Mais bientôt, ce masque tomberait. En 1997, le mannequin de 27 ans, Alicia Artin, s'est rendue à la police en déclarant qu'Epstein, se faisant passer pour un recruteur de talent de Victoria's Secret, l'avait malmené. Epstein n'était certainement pas un recruteur de talent. Les agences servirent d'intermédiaires, jamais un seul homme, encore moins dans des chambres d'hôtel. Pourtant, Epstein a joué ce rôle. Arden a plus tard déclaré que ses mains étaient ses armes et l'a signalé à la police de Santa Monica. Il semblait que la police pensait qu'il s'agissait d'une situation parole contre parole. En 2002, le magazine New York publiait un portrait de Jeffrey Epstein, intitulé « L'homme d'argent international mystérieux », le décrivant comme un magicien d'Oz aux moyens immenses mais méconnus. Ce gamin de la classe ouvrière est devenu un membre enthousiaste de la commission trilatérale avec les élites mondiales. Pendant 15 ans, jusqu'en 2009, il a côtoyé les personnalités les plus influentes des États-Unis et la haute société. Il appartenait au Council on Foreign Relations, que le Washington Post a décrit comme l'équivalent d'un établissement dirigeant aux États-Unis. Ses membres incluaient d'anciens présidents, des familles de banquiers, des magnates des médias, des chefs du renseignement, des diplomates et des industriels, parmi les Américains les plus puissants. Epstein a aussi été donateur à Harvard et ex-administrateur de l'université Rockefeller. Le magazine New York a également laissé entendre l'intérêt d'Epstein pour les jeunes femmes, notant que dans son manoir de Manhattan, on pouvait croiser aussi bien un mannequin russe qu'un prince britannique. L'article précisait que Vanity Fair préparait un portrait détaillé. En 2003, ce portrait intitulé « Le talentueux Monsieur Epstein » a été publié. Il guidait les lecteurs dans la maison new-yorkaise d'Epstein, des serveurs en gants blancs, des murs ornés de nus et un exemplaire des Infortunes de la vertu du marquis de Sade sur un bureau, relatant l'histoire d'une jeune femme exploitée par des hommes puissants. Tous les signes étaient là.
Au-delà de la richesse et de l'excentricité, quelque chose de plus sombre existait. La journaliste Vicky Ward décrivait Epstein comme connu en ville pour aimer de nombreuses femmes, surtout jeunes. Mais elle a reconnu en savoir bien plus que ce qu'elle avait écrit. Lors de ses recherches, elle avait contacté 3 victimes, prêtes à témoigner publiquement. D'après Ward, quand Epstein a appris cela, il a perdu la tête. Il lui a dit très clairement « Si la moindre implication d'actes répréhensibles est évoquée, j'engagerai des poursuites judiciaires contre vous personnellement. Je serai dur. » Quand cela a échoué, Epstein est allé chez Vanity Fair et a parlé au rédacteur en chef. Ce qu'il a dit a suffi. Ward a ensuite été informé au bureau que les déclarations des témoins devaient être retirées. L'une de ses sources était Maria Farmer et sa jeune sœur Annie. En 1996, Maria, 26 ans, avait été envoyée par Epstein au manoir de Wexner dans l'Ohio. Comme pour tant d'autres victimes, Ghislaine et Epstein lui avaient promis ce qu'elle désirait. Dans ce cas, un coup de pouce dans le monde de l'art. Après la visite d'Epstein, elle a compris dans quoi elle s'était engagée. Elle a dit avoir tenté de fuir et d'appeler la police, mais le personnel de Wexner l'a arrêtée et enfermée dans une pièce. Cela a finalement atteint Wexner. Farmer est restée silencieuse, mais le secret ne durerait pas. Epstein a aussi proposé d'aider Annie dans ses études, en l'envoyant au Vietnam et en Thaïlande, des destinations exotiques et coûteuses pour une personne si jeune et inexpérimentée. Bientôt, Annie rencontrait Epstein et Maxwell dans l'une de ses propriétés au Nouveau-Mexique. Elle a été surprise de découvrir que la réunion était seulement entre eux 3. À son retour à New York, Maria a appelé Annie, alors en voyage en Thaïlande et au Vietnam comme prévu. Annie a peu parlé de ce qui s'était passé au Nouveau-Mexique. Maria, sa sœur aînée et celle qui avait fait les présentations, se sentaient responsables. Quand elle a appelé la police de New York, ils lui ont dit de s'adresser au FBI. Elle a tout raconté aux agents. Elle pensait recevoir de l'aide, mais ce fut la dernière fois qu'elle eut des nouvelles du FBI avant longtemps. Epstein continuait à fréquenter des politiciens et restait membre du Conseil des Relations étrangères. Vicky Ward a soumis ses accusations à Epstein pour avis. Il les a rejetées, disant qu'elles étaient immatures, amoureuses de lui et vindicatives quand il refusait leurs demandes. Epstein lui a clairement dit que parler des fermiers et de sa vie compliquerait beaucoup sa situation. À l'époque, nul ne savait l'ampleur que prendrait l'affaire. Les crimes d'Epstein s'étaient propagés d'Amérique aux Caraïbes, puis au monde entier. C'est en Floride que son impunité a finalement pris fin. Son manoir de Palm Beach, acquis en 1990 pour des millions, était situé sur l'allée des milliardaires. Epstein gardait à proximité des avions privés et un hélicoptère pour accéder à son île, Little St. James. Comme sa résidence à New York, la maison de Palm Beach était décrite comme opulente et à la décoration étrange. Des tableaux de femmes nues, dont un de Ghislaine ornait les murs. D'anciens employés et enquêteurs affirmeront plus tard que la propriété était équipée de dispositifs de surveillance. Epstein était dans le viseur de la police de Palm Beach depuis des années. Il a fait des dons à des responsables locaux, 50 000 $ au fonds de bourse d'études de la police de Palm Beach, puis 36 000 $ à la ville de Palm Beach. Il a ensuite donné 90 000 $ à la police de Palm Beach, peu avant d'être enquêté. L'argent a été restitué par la suite. En 2003, le chef de la police de Palm Beach, Michael Ryder, a reçu des signalements de voisins sur de nombreuses jeunes femmes allant et venant de la propriété. Les détectives de l'unité des enquêtes spéciales de Palm Beach, menée par Joseph Requery, s'y sont pleinement consacrés. L'enquête progressait lentement, jusqu'en 2005, quand une mère a signalé que sa belle-fille avait été payée pour travailler chez Epstein. Selon la plainte, l'adolescente avait d'abord été engagée pour faire des massages, puis aurait été incitée à faire d'autres choses pour des paiements plus importants, environ 300 $ à chaque fois. Pour la première fois, Epstein, alors quinquagénaire, faisait l'objet d'une enquête officielle pour un schéma présumé de manipulation et d'abus sur plusieurs années. Le détective Requery a passé des mois à interroger d'autres filles. Beaucoup ont dit la même chose. Une amie leur avait dit qu'elle pouvait gagner de l'argent en rendant visite à un homme riche. Parfois, Maxwell les abordait dans la rue. Mais généralement, les filles recrutaient d'autres filles, comme dans une pyramide de Ponzi. Il y en avait des dizaines au total. Beaucoup venaient de familles brisées. Epstein et Maxwell sélectionnaient soigneusement des filles avec des problèmes de comportement, des antécédents de drogue ou d'alcool, voire celles abandonnées ou semi sans abri. Les détectives estimaient avoir assez de preuves pour emprisonner Jeffrey Epstein longtemps, du moins dans un système judiciaire efficace. Passer des preuves à l'inculpation s'est révélé bien plus difficile que prévu. Les enquêteurs de Palm Beach ont rapporté que le personnel d'Epstein ne coopérait pas ou niait toute connaissance. L'examen des déchets d'Epstein a révélé des preuves troublantes,
un relevé de notes, des dossiers scolaires et une note demandant des fleurs pour une élève. La police a obtenu et exécuté un mandat de perquisition pour le manoir. Les détectives ont décrit la maison comme étant d'une sexualisation choquante, ce qu'un enquêteur a qualifié d'habitation d'un pervers de première classe. En même temps, les enquêteurs ont découvert que des équipements vidéo et informatiques essentiels, des disques durs, du matériel d'enregistrement, et bien plus encore, manquaient. Les tables et câbles restaient, mais les machines avaient disparu. D'anciens employés ont affirmé que le matériel avait été enlevé avant la perquisition. Le chef Ryder a jugé décevant qu'Epstein ait vidé la maison, mais pensait qu'il y avait assez de preuves pour l'incarcérer longtemps. Les témoignages des victimes correspondaient aux descriptions de la maison et aux habitudes. Il ne serait pas difficile de prouver que beaucoup d'entre elles étaient allées au manoir, dans certains cas à plusieurs reprises. Des mémos et notes étaient aussi transmis aux victimes, et à des femmes parfois recruteuses. Mais alors que les enquêteurs constituaient le dossier, ils rencontraient constamment des obstacles et une résistance, y compris parfois des forces de l'ordre. Toutes les victimes n'étaient pas prêtes à témoigner. Certaines semblaient atteintes du syndrome de Stockholm, déclarant aimer Epstein ou imaginant même un mariage. D'autres préféraient avancer sans revivre le traumatisme. L'une d'elles était Virginia Giuffre, qui après un passage en famille d'accueil en Floride s'est retrouvée à travailler au club Mar-a-Lago. Elle affirme y avoir rencontré Gulan, qui lui avait promis une formation de masseuse mais l'a finalement manipulée et exploitée auprès des riches associés d'Epstein. Elle a pris les avions d'Epstein pour New York, le Nouveau-Mexique, la Floride et son île privée. Elle a déclaré que le prince Andrew était parmi les invités, puis il a dit à la British Broadcasting Corporation ne pas pouvoir expliquer la photo où il pose le bras autour de la taille de Giuffre. Giuffre a nommé de nombreux agresseurs présumés. Des hommes puissants qu'elle a dit avoir essayé de laisser derrière elle après qu'Epstein l'a envoyée à Chiang Mai, en Thaïlande, pour étudier le massage. Elle y a rencontré son mari, puis a déménagé en Australie, s'est mariée et a eu des enfants. Mais son passé l'a rattrapée sans cesse. Quand les détectives de Palm Beach ont enquêté, le nom de Giuffre est apparu. Un témoin a affirmé que Maxwell l'avait recrutée, puis Maxwell a appelé pour savoir ce qu'elle avait dit. Epstein l'a suivie, mais seulement après l'intervention des forces de l'ordre, comme si lui et Maxwell voulaient régler les derniers détails. Giuffre était un témoin clé. Contrairement à d'autres filles, elle avait passé bien plus de temps avec Epstein et Maxwell. Elle avait voyagé avec eux dans divers lieux pendant 2 ans. Quand Ryder a présenté l'affaire au procureur Barry Kirchner à Palm Beach, celui-ci a estimé qu'Epstein finirait probablement sa vie en prison. Mais comme l'a rapporté plus tard le Palm Beach Post, Kirchner s'est plutôt allié à l'équipe de défense d'Epstein et a sapé les efforts des procureurs fédéraux. Bientôt, les victimes étaient représentées comme de jeunes prostituées, des toxicomanes et des petits délinquants. Elles étaient traitées comme les coupables, et non comme des femmes vulnérables et abusées. À mesure que l'affaire progressait, l'équipe d'avocats d'Epstein plaçait Ryder et le détective Ricari sous surveillance, engageant des détectives privés pour fouiller leurs poubelles. Ils ont suivi les témoins, surveillé les maisons, puis Kirchner a brusquement changé d'avis. Le dossier contre Epstein n'était pas si solide. En 2006, Epstein a été inculpé d'une seule accusation de sollicitation de prostitution, une accusation très mineure au vu de ce qu'il avait réellement fait. Il avait passé une nuit en prison du comté, et avait été libéré le lendemain sous caution de $3000. À ce moment, un Ryder a transmis l'affaire au FBI. Il a qualifié cela de pire échec du système judiciaire pénal moderne. Le FBI a rouvert la plainte de Maria Farmer de 1996 alors qu'elle et Annie tentèrent d'aller de l'avant. Maria a quitté la ville après que Galen l'a appelée à plusieurs reprises pour lui dire qu'elle échouerait comme artiste, l'avertir sur ses courses et évoquer, je cite, des accidents. Maria a dit que les menaces n'ont commencé qu'après qu'elle ait parlé à la journaliste Vicky Ward. En novembre 2006, Maria, vivant sous un autre nom dans les montagnes de Caroline du Nord, a vu 2 agents du FBI frapper à sa porte. Un détective lui dit « Ne t'inquiète pas, cette fois, on l'aura. » Elle était en sécurité et pouvait parler. Après que Maria et Annie ont de nouveau raconté leurs histoires, elles étaient convaincues qu'Epstein et Galen allaient enfin tomber. Les détectives leur ont appris qu'elles n'étaient pas les seules victimes. Il y en avait beaucoup d'autres. Alors que le FBI menait l'enquête, beaucoup de ces victimes ont déposé des plaintes civiles distinctes pour obtenir réparation. L'équipe juridique d'Epstein a intensifié ses tactiques, surveillant le procureur civil et les victimes, parfois avec des agents se faisant passer pour des policiers. Le FBI travaillait bientôt avec des dizaines de victimes qui déclaraient être prêtes à témoigner.
Certains témoignages faisaient état d'environ 35 à 40 témoins potentiels, et les procureurs ont préparé des dossiers d'accusation détaillés. En 2007, les procureurs avaient rédigé un acte d'accusation de 53 pages, affirmant qu'Epstein avait transporté des filles entre États. Puis tout a changé. Sorti de nulle part, Epstein est passé d'une possible prison à vie, à ce que beaucoup ont appelé l'accord de plaidoyer le plus clément de l'histoire américaine. Le procureur américain Alexandre Acosta a rencontré l'avocat d'Epstein, Jay Lefkowitz, dans un hôtel de West Palm Beach. En quelques mois, un accord de non-poursuite a été conclu. L'enquête du FBI a été effectivement arrêtée, et Epstein a obtenu l'immunité contre toute poursuite fédérale, un accord qui s'étendait généralement à d'éventuels complices. Aucun n'a été nommé publiquement, laissant les victimes et les enquêteurs furieux, et le réseau plus large intact. Epstein n'a purgé que 13 mois sur 18 dans une aile privée du centre de détention du comté de Palm Beach. Sa porte de cellule serait restée déverrouillée, et il avait beaucoup plus de liberté qu'un détenu ordinaire. Il a rapidement obtenu une libération pour travailler jusqu'à 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Les adjoints qui lui étaient assignés portèrent des costumes, et l'appelaient le client, pas le détenu. Il a versé environ 128 000 $ au bureau du shérif pour sa sécurité alors qu'il travaillait dans un bureau à but non lucratif qu'il avait fondé. Un bureau que les adjoints l'ont aidé à trouver. Epstein se pensait clairement intouchable. Les critiques et journalistes ont souligné l'importance de l'absence des bandes de surveillance. On disait que les propriétés d'Epstein étaient recouvertes de caméras de surveillance. Un ancien employé a décrit une salle informatique dans la maison de ville à New York, où étaient transmises et stockées des vidéos, provenant des salles de bain et des chambres. Un journaliste du New York Times a aussi rappelé qu'Epstein aurait collecté des informations compromettantes sur des personnes influentes. Un livre obtenu du majordome d'Epstein à Palm Beach, Alfredo Rodriguez, contiendrait plus de 1500 noms, 5000 numéros de téléphone, ainsi que des milliers d'emails et d'adresses. Des membres de la royauté, des politiciens, des avocats, des scientifiques de renom, des célébrités et des oligarques mondiaux. Epstein a repris sa vie luxueuse, organisant à nouveau des dîners et salons dans sa maison de Manhattan avec des universitaires, scientifiques et élites renommées. Il s'est construit une image de mécène philanthrope de la science, faisant des dons à Harvard et au Media Lab du Massachusetts Institute of Technology. Il a recruté des experts en relations publiques pour son image. Clinton et Trump ne s'affichèrent plus publiquement avec lui, mais d'autres célébrités continuaient de le faire. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, a rencontré Epstein plusieurs fois. Le prince Andrew a été photographié avec Epstein en 2010 à Central Park. Andrew a déclaré à la British Broadcasting Corporation qu'il voulait rompre avec Epstein, et que le faire en personne était la chose honorable à faire. Andrew a admis qu'avec du recul, rencontrer son ami prédateur était sans doute une erreur. Epstein a tout de même rencontré Ehud Barak, et les Wexner n'a pas rompu les liens pendant plusieurs années, malgré le scandale grandissant. Il est resté au Conseil des Relations étrangères jusqu'en 2009. Les poursuites civiles n'ont pas non plus disparu. Environ 12 procès, dont certains réglés à l'amiable. Epstein a passé un accord avec Virginia Giuffre en 2009 pour environ 500 000 $. Ses plaintes contre le prince Andrew n'ont été réglées qu'en 2022 pour un montant non divulgué. Les médias ont estimé les montants à plusieurs millions. En 2011, 2 victimes d'Epstein ont poursuivi les procureurs fédéraux, les accusant d'avoir dissimulé l'accord de plaidoyer et violé leurs droits. Elles ont affirmé avoir été induites en erreur par de fausses lettres de notification et ont cherché à annuler l'accord. Plus tard cette année-là, Epstein a dû s'enregistrer à New York comme délinquant sexuel à haut risque, titre maintenu, malgré ses efforts pour s'y opposer. À peu près à la même période, sa campagne de relations publiques s'est accélérée. Il a commencé à financer la recherche sur le cancer, des initiatives scientifiques et des conférences de haut niveau sur des plateformes mondiales. La philanthropie est devenue son manteau, ses amis puissants sont boucliers. Le 6 juillet 2019, Epstein a été arrêté à l'aéroport de Teterboro, New Jersey, après l'atterrissage de son jet privé. Il a été inculpé pour avoir trafiqué des mineurs à New York et en Floride entre 2002 et 2005, et devait comparaître devant un tribunal new-yorkais 2 jours plus tard. Cette fois, son ancien accord de plaidoyer n'empêchait pas les procureurs. Lors d'une opération commune, le FBI et la police de New York ont forcé la porte de sa maison à Manhattan avec une masse. Les enquêteurs ont trouvé des milliers d'images et vidéos sordides, mais le contenu des cassettes et disques durs demeure un mystère. Si la maison de ville était entièrement équipée de caméras, personne ne sait si Epstein utilisait ces enregistrements pour faire du chantage ou s'il les gardait simplement cachés. D'autres révélations ont émergé alors qu'Epstein était en prison. Convaincu de ne pas finir sa vie derrière les barreaux, c'était devenu le crime du siècle, bien au-delà d'un simple trafic. Comment Epstein s'était-il enrichi? Comment s'était-il lié à des amis aussi puissants,
Un financier collaborait-il avec des trafiquants d'armes proches des services de renseignement? Plus les gens creusaient, plus le tableau devenait trouble. Aucune explication raisonnable n'a jamais été donnée sur la façon dont il a obtenu cet accord en or. Le ministère de la Justice a ouvert des enquêtes sur la gestion de l'affaire précédente. Les responsables ont ensuite conclu qu'Alexandre Acosta avait fait preuve d'un mauvais jugement en approuvant l'accord secret de non-poursuite. Cette conclusion n'a convaincu presque personne. La plupart y voyaient une erreur judiciaire. Pourtant, il y avait de nombreux témoins, certains affirmant avoir rencontré Epstein des centaines de fois, et prêts à donner des noms. Le monde fortifié d'Epstein menaçait de s'effondrer, risquant d'entraîner beaucoup de personnes avec lui. Alors que tout le monde retenait son souffle, Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison le 10 août 2019. 2 caméras extérieures à sa cellule étaient défaillantes cette nuit-là. Les 2 gardiens chargés de le surveiller se sont endormis et ont ensuite falsifié les registres pour faire croire qu'ils avaient effectué les contrôles requis. C'était le prisonnier le plus en vue des États-Unis, lié à la richesse et au pouvoir. Cela n'avait aucun sens. Le docteur Michael Baden, médecin légiste réputé engagé par les avocats d'Epstein, a déclaré que son examen révélait plusieurs fractures au cou, dont un os hyoïde brisé, des blessures plus compatibles selon lui avec une strangulation homicide. Plus tard, le ministère de la Justice a publié les enregistrements de vidéosurveillance de la prison, mais malgré l'affirmation du ministère selon laquelle les images constituaient l'intégralité du contenu brut, une analyse a montré qu'elles avaient été assemblées. Pour les critiques, les images existantes ne prouvent en aucun cas que la version officielle est vraie. D'anciens responsables du renseignement et journalistes pensent qu'Epstein dirigeait un piège à miel recueillant des informations sur des personnes puissantes. Aucune preuve formelle, mais ils estiment que les indices suffisent à demander une enquête, et des questions demeurent sur sa fortune. Eric Weinstein de Thiel Capital a rencontré Epstein et a ensuite affirmé que son image de financier était une façade. Après discussion, Weinstein a conclu qu'il n'était pas un financier au sens habituel. Des observateurs préviennent que si des enregistrements de méfaits existent, ils seraient politiquement explosifs pour toute l'institution gouvernementale, pas seulement pour la gauche ou la droite. Ces théories restent spéculatives, elles n'ont pas été prouvées. Mais il manque encore beaucoup d'éléments à l'histoire de Jeffrey Epstein. Vous savez comment Epstein a été arrêté, mais le vrai mystère est ce qui a suivi. Découvrez la vérité sur le destin de Jeffrey Epstein ou cliquez sur cette vidéo.